Nous sommes maintenant live sur Facebook. Donc, je voulais présenter les différentes personnes aujourd'hui avec lesquelles on va discuter pour parler de marketing, d'image, de marque. Donc, quand on développe son projet, toutes les choses auxquelles on doit penser dans ce sens. Donc, je vous présente Michael Pelletier, qui est designer graphique, Patrick Goulet, brasseur d'idées, Émilie Larochelle, qui se spécialise dans le marketing de contenu, et David Bernier, qui travaille surtout au niveau des sites web, de la landing page et de tout ce qui est sur le web. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire un mot d'introduction tous et chacun. Oui, ben en fait, je peux commencer. Michael Tessier, je suis designer graphique depuis 15 ans déjà. J'ai étudié en infographie au départ pour ensuite graduer en graphisme au Collège Antique à Montréal. J'ai travaillé en retail pendant quelques années pour finir en publicité dans différentes agences à Montréal. Et puis, je suis travailleur autonome depuis bientôt 9 ans. Donc, sur ce 15 ans-là, il y a une grande partie que je fais cavalier seul, bien entendu, avec mes clients, puis certains fournisseurs, des boîtes avec qui j'ai travaillé. Et puis, voilà, donc ça se passe bien. C'est un monde très intéressant qui évolue beaucoup. Puis, je vais être heureux de répondre à vos questions. Excellent. Patrick? Patrick Goulet, je suis concepteur, rédacteur et rédacteur web. Donc, moi, je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est branding, c'est-à-dire trouver des noms d'entreprise, des slogans de marque, puis dans le fond, après ça, prendre cette personnalité-là puis de mettre dans le contenu. Ça fait une quinzaine d'années que je suis à mon compte. Et je suis originaire de Québec, bac en com à l'Université Laval. Puis après ça, je me suis expatrié là, quelques années à Montréal. Puis de retour à Québec depuis une dizaine d'années. Puis j'ai mes clients d'ici, même s'ils sont partout dans la province. Excellent. Merci beaucoup. Émilie? Oui, dans le fond, salut. Moi, c'est M. Dans le fond, ce que je fais, c'est qu'à la base, je suis copywriter. Donc, en français, on peut dire rédactrice persuasive. Puis ce que je fais maintenant, c'est que j'aide les entrepreneurs à créer du contenu qui connecte avec les gens pour obtenir des clients naturellement. Puis ça, c'est autant du contenu de réseaux sociaux que l'infolettre. Puis, of course, la rédaction persuasive à travers tout ça pour obtenir des clients. Fait que c'est ça que je fais. Excellent, merci beaucoup. David? Yes, salut tout le monde, David Bernier. Donc, moi, je suis copropriétaire de Intello. Nous, notre historique, un petit peu, dans le fond, on était une agence web 360 auparavant, fait qu'on faisait effectivement un peu tout ce qui touche au web, référencement, Google Ads, conception de site web. Fait on a fait beaucoup de campagnes publicitaires, puis on a développé une expertise au niveau de la structure de conversion, donc la conversion sur les pages d'atterrissage et les sites web en général aussi. Fait qu'en novembre dernier, on a vendu notre division services publicitaires pour se concentrer à 100% au niveau de l'optimisation de conversion. Fait que maintenant, on donne des conférences sur la conversion web, puis on offre aussi des services d'analyse de pages web pour optimiser justement tous les critères de conversion. Excellent, merci. On va y revenir à la conversion. Je sais que c'est quelque chose que plusieurs personnes qui ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'un taux de conversion. On va y revenir sur cette question-là parce que je pense que c'est super intéressant. Déjà, pour parler de marketing, je sais que souvent, on parle de marketing traditionnel, de marketing de contenu. Émilie, est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de marketing de contenu puis pourquoi c'est pertinent? Oui. Bien, en fait, c'est une très bonne question. Le marketing de contenu, ce qui est cool avec ça, c'est que tu n'as pas de limite sur les gens, l'audience que tu peux atteindre. Fait que tu n'as pas de limite de territoire. Quand tu publies, bien, en fait, tu es sur Internet, donc c'est comme à tout le monde. Ce qui est aussi cool, c'est que ça te permet de bâtir une relation avec les gens avant que les gens achètent quoi que ce soit de toi. Contrairement au marketing traditionnel, que tu sais, c'est comme des pancartes sur l'autoroute, à la radio, des annonces à la télé. La relation se bâtit surtout quand tu commences à acheter des produits ou des services ou ton entourage en achète, puis vous allez comme tout vous faire une opinion, vous partagez votre feedback. Mais le marketing de contenu, ce que ça fait, c'est que tu peux commencer à bâtir la relation dès le départ, avant même que les gens achètent. Donc,
tu vas pouvoir créer différents types de contenus, être présent partout sur les réseaux sociaux, sur ton site web aussi, te faire connaître, mais donner du contenu de valeur, de la qualité, éduquer les gens, aller leur parler vraiment de ce qu'ils vivent eux, de ce qu'ils ont besoin aussi pour régler leurs différentes difficultés ou atteindre leurs différentes aspirations pour leur vie. Fait que, dépendamment c'est quoi que tu fais, là. Fait qu'en fait, ce que ça fait, le marketing de contenu, c'est que tu es présent partout, tu n'as pas de limite à qui tu peux atteindre, puis comme tu crées du contenu que les gens peuvent consommer n'importe quand, n'importe où, selon leurs différents intérêts, mais c'est que les gens apprennent à te connaître avant même d'avoir pris un quelconque engagement avec toi. Fait qu'il y a comme différents types de contenus que tu peux créer pour atteindre peu importe ce que tu veux faire avec justement ton contenu. Si ton objectif, c'est d'avoir des clients, c'est de sensibiliser à une cause particulière, ça dépend de ce que tu fais vraiment, là. Mais tu peux créer différents types de contenus qui vont permettre d'atteindre X objectifs, puis de cibler vraiment l'audience que tu veux. Fait que c'est comme une façon de faire du marketing sans en faire vraiment parce que ton contenu, tu sais, c'est pas comme de la pub, de la promo, c'est moins agressif. Les gens le reçoivent beaucoup mieux parce que justement, ils peuvent se promener, décider de consommer ton contenu, ton article, ton podcast, ton peu importe. Sur tes réseaux sociaux, ils vont aller se promener, ils vont tout regarder, ils vont scroller. Fait que tu sais, c'est comme une façon plus relaxe de faire du marketing, puis c'est beaucoup mieux pris par le public en général. Dans le fond, c'est comme si tu donnes ton service, puis c'est ça ton marketing finalement. Je dirais pas que tu donnes ton service, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, dans le sens que tu vas donner comme des petites pépites d'or ici et là, tu vas donner des pistes de solutions, tu vas comme sensibiliser les gens, tu vas les faire prendre conscience de des choses peut-être qu'ils n'ont pas pris conscience ou en tout cas qu'ils n'auraient pas pris conscience s'ils ne t'avaient pas connu. Fait que déjà là, tu crées un lien qui est vraiment fort, mais je dirais pas que c'est donner ton contenu dans le sens que ton expertise ou ton produit ou peu importe, il y a énormément de valeur ajoutée derrière que dans tout ton contenu gratuit, tu ne vas pas le donner. Fait que c'est un peu de démontrer ta valeur ajoutée. Ça veut dire que c'est pertinent de venir travailler avec moi parce que regardez, entre autres, ce que je peux vous apporter, puis vous n'avez même pas encore payé. Dans le fond, c'est un peu ça. Oui, exactement. Tu veux que les gens, quand ils voient ton contenu gratuit, tu veux qu'ils fassent comme OK, imagine ça, c'est gratuit. Genre, qu'est-ce qu'il y a en arrière si là, je fais vraiment un vrai engagement, puis je paye, puis j'embarque avec cette personne-là ou je prends ce produit-là. C'est une façon vraiment de montrer, oui, ta crédibilité, ta notoriété, mais c'est aussi une façon d'aller créer, moi, c'est vraiment l'aspect connexion là, que je prime vraiment. Fait que c'est vraiment d'aller créer une relation, de la bâtir, puis de l'entretenir avec tes différents contenus, avec le temps, pour que les gens, oui, voient la valeur de ce que tu fais, voient que tu es bon dans ce que tu fais, que ton produit marche, peu importe, mais aussi que les gens s'attachent à toi, t'es qui, puis c'est quoi tes valeurs, puis comment tu fonctionnes, puis que les gens qui sont vraiment... que ça résonne avec eux, bien, que ces gens-là viennent te voir, puis que là, ça sont vraiment des clients parfaits un peu pour toi parce que vous êtes un match dans le fond. Je trouve ça intéressant. Puis, Patrick, comment tu décrirais les mots à utiliser justement pour parler de ce contenu-là, puis utiliser les bons mots pour que les gens comprennent ce qu'on veut dire ou comprennent ce qu'on fait exactement? En fait, Émilie amène un point quand elle parle d'authenticité. Je pense que c'est ça qui est le plus important, dans le sens où si tu fais une promesse à ton client, puis que cette promesse-là, tu n'es pas capable de la livrer dans la vraie vie, bien, tu pars avec un mensonge, tu pars avec un biais dans ta relation. Je donne un exemple. Si tu dis que tu as un excellent service client, mais que ça prend 3 jours à ton équipe à revenir avec une soumission ou quoi que ce soit parce que tu n'es pas capable de le faire, bien, parle pas de ça. Trouve-toi un élément différenciateur qui est vrai pour toi. Par exemple, je ne sais pas, que tu as une grande écoute ou peu importe. Puis la façon dont tu vas le dire aussi, c'est important. Dire que tu as un excellent service à la clientèle, ça ne veut absolument rien dire. Il y a 10 façons de dire ça ou de décrire ça de façon plus créative puis qui est en lien direct avec ce que tu fais. Donc, c'est de trouver sa couleur puis de s'assumer là-dedans parce que il va y avoir quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi, mais la façon dont tu le présentes, la façon dont tu proposes tes services avec on parlait tantôt de champ lexical avec la couleur que tu veux donner, la personnalité, mais c'est ce qui fait qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir parler exactement comme toi.
Donc, ton entreprise va avoir un ton qui va être unique. Effectivement. Puis David, dans tout ça, comment ça se traduit justement sur la landing page quand on crée notre site web puis qu'on veut que tout ce qu'on vient de dire soit bien représenté visuellement sur notre site web? C'est quoi les éléments qu'on doit vraiment considérer les plus importants? Bien, il y en a plusieurs des éléments qui sont importants. Nous, dans nos analyses, on regarde toujours une trentaine de critères. Peut-être que ce que je peux dire pour essayer de résumer, là, avoir une réponse qui est moyennement courte, là, c'est il y a 3 catégories principales. Fait qu'il y a la catégorie de confirmation. Fait que tous les critères de confirmation qui vont nous permettre de comprendre rapidement de quoi on parle, c'est quoi qu'on offre, qui on est, comment qu'on fonctionne, notre processus. Fait que les points de confirmation. Puis quand on parle justement de landing page, fait que les landing pages qui vont être utilisés habituellement spécifiquement pour des campagnes publicitaires, ben, on doit avoir des points de confirmation qui sont immédiats dans la bannière, puis à travers la page également dans les titres et sous-titres. Parce que les gens, ils consomment le contenu, ils passent à peu près 6 secondes à lire le contenu en bonne et due forme. Fait que, il y a seulement quelques navigateurs qui vont le lire réellement. Fait qu'il faut qu'on retrouve rapidement les points de confirmation. Ça doit être instantané. Puis, tu sais, ça va tant au niveau de la communication le plus descriptive de c'est quoi exactement le produit ou le service, puis aussi au niveau de l'émotion. Fait qu'on parlait de couleur, on parlait de le ton qu'on va assumer avec notre business. Bien, c'est des choses qui sont importantes aussi dans la conversion au final. Fait que, on a la confirmation, qu'on comprenne rapidement qu'est-ce qu'on offre, qui on est, comment qu'on fonctionne. Après ça, on a les critères de confiance, fait que de démontrer aux gens qu'on est crédible, qu'on est autoritaire. Fait qu'on va penser entre autres à tout ce qui est les social proof, les témoignages, les accréditations, tous les logos de partenaires qu'on pourrait avoir. Puis après ça, ben, tous les critères de conversion. Fait que les critères de conversion, entre autres, c'est d'avoir des appels à l'action qui sont clairs. Fait que, quand on crée des landing pages ou qu'on crée quelconque type de campagne en soi, on devrait toujours avoir un appel à l'action, savoir c'est quoi l'action qu'on veut que le navigateur y pose au final. Donc, est-ce que je veux que, par exemple, la personne m'appelle, elle m'écrive un courriel? Est-ce que je veux qu'elle remplisse un formulaire, un sondage? Donc, finalement, c'est d'amener la personne à faire quelque chose après avoir vu mon site ou après avoir vu finalement mon offre de service. C'est ça, exact. Puis, après ça, tout ce qui a été discuté jusqu'à présent vient se rattacher là, à toute la conversion. C'est-à-dire que les contenus qu'on peut développer en marketing de contenu, qui vont être des contenus gratuits, entre guillemets, ben, on va pouvoir les utiliser comme lead magnet. Fait que, on pourrait faire un e-book, on pourrait faire un webinaire, on pourrait faire un quiz, peu importe, puis venir générer des leads avec ça. Puis après ça, ben, ces gens-là, on les emmène dans un funnel pour pouvoir aller upseller vers... les emmener vers la vente au final. Excellent. On revient sur ce point-là dans quelques minutes. Là, justement, sur le processus de conversion, tu viens d'en faire un petit teaser, on va y revenir tout à l'heure. Mais juste avant, je voudrais revenir, tu as parlé des couleurs, du ton utilisé, tout ça. Michael, comment est-ce qu'on définit? Je veux dire, moi, j'ai mon projet en tête, c'est clair, je sais qu'est-ce que je veux faire, je sais à qui je m'adresse. Comment est-ce que je fais pour trouver à quelle couleur je dois utiliser? C'est quoi les formes? Donc, visuellement, si moi, j'ai aucun attrait artistique, puis comment tu peux m'aider là-dedans? Bien, en fait, la clé, je pense, c'est de faire ce qu'on appelle dans le domaine un brief. Ce serait de faire un compte rendu, en fait, des objectifs qui sont à atteindre, faire un survol aussi du marché dans lequel l'entreprise se situe, que font les compétiteurs, aussi aller puiser dans l'histoire de l'entreprise, si elle est déjà créée, de peut-être voir dans l'historique, voir l'évolution de la marque, de l'histoire de cette marque-là. Donc, qu'est-ce qu'il existe déjà en termes de fonte, en termes de couleurs. Et puis, si elle est toute nouvelle, cette entreprise-là, ce serait de créer son histoire. Donc, bien souvent, les fondateurs ont déjà des goûts, il y a des choses qu'ils aiment, donc on va puiser là-dedans aussi parce que ça fait partie de l'identité de la marque. Donc, bien entendu, on ne veut pas que ce soit collé uniquement sur les goûts personnels des fondateurs, mais ça peut nous aider à créer une histoire. Et puis, si ça fait du sens avec le produit ou le service, c'est des éléments du casse-tête, en fait, qui peuvent être vraiment utiles pour construire, au final, l'image. C'est un processus créatif, donc c'est des essais-erreurs. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de mode d'emploi.
officiel, mais c'est dans tout le processus. À un moment donné, à la fin, on va dire, OK, ça ressemble à quelque chose d'intéressant en termes de la palette de couleurs, de la fond, de l'imagerie, tout ça. Et puis, bien entendu, c'est appelé à évoluer à travers le temps sur les différentes plateformes, que ce soit web, imprimé ou affichage extérieur, par exemple. Donc, il faut être à l'écoute de la réponse de la clientèle pour s'ajuster, là, de dire « Oups, mon rouge est trop agressif, ça fait fuir les gens, par exemple, je vais essayer de trouver une autre couleur. » Donc, c'est dans ce genre d'exemple-là. Exactement. Puis, il y a des tests aussi qu'on peut faire avant. Il y a certaines entreprises qui vont faire des focus group, donc qui vont sonder des clients potentiels ou des gens de l'industrie qui peuvent avoir un bon œil, des bonnes recommandations, des bons conseils par rapport à la marque. Donc, il y a moyen de s'ajuster avant de faire le lancement. Puis, bien entendu, comme tu disais, si à la suite, après le lancement ou à travers le temps, on fait comme « ouais, ça ne fonctionne pas vraiment, il y a un compétiteur qui utilise une couleur semblable », bien, je pense qu'il faut plus que jamais être flexible au niveau de l'ouverture, au niveau du design, parce que ça évolue tellement vite. Et je crois que les gens aiment aussi qu'il y ait de la créativité, qu'il y ait des changements en cours de route sur un produit ou un service pour dynamiser puis se différencier de la compétition. Ça démontre qu'on est à l'écoute, justement. Ça démontre qu'on est à l'écoute parce qu'au final, c'est le client qu'on veut séduire, qui vient acheter nos produits, nos services. Donc, si on est dans le champ, ben, on passe à côté d'une belle opportunité. Puis, c'est hyper important de voir qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce que le client aime et puis de lui donner, en fait, en gardant en tête aussi l'aspect originalité. Tu sais, on revenait justement à trouver ses couleurs, à être authentique. Ben, au niveau du design, c'est la même chose. Si on essaie de copier ou faire pareil de ce qui se fait ailleurs, ça paraît, les gens le sentent et puis on perd une belle opportunité de se démarquer, en fait. Mm-hmm. Non, je trouve ça intéressant. Puis quand tu parles de créer son histoire, je trouve ça super intéressant parce que c'est vraiment de ramener l'entrepreneur au cœur du projet puis de dire bien, pourquoi ce projet-là existe. C'est parce que l'entrepreneur a vécu quelque chose puis ça l'a amené à dire bien, c'est ça le projet sur lequel je travaille. J'imagine, Émilie, que dans la promotion de ton projet ou de tes produits, tes services, c'est un petit peu, ça fait un lien avec ce que Michael vient de dire. Donc, tu parles de ton histoire essentiellement. Oui, 100%. Tu sais, quand je te parlais des types de contenus, dans le fond, ben, tu sais, il y en a un qui fait partie de ça qui est justement, oups, j'ai des poils de chat parce que mon chat, c'est bizarre. OK. Mais oui, c'est ça ce que je disais, c'est que, ouais, tu as le type de contenu qui est justement de connecter et donc pour ça, tu peux raconter ton histoire, tu peux raconter des trucs que tu as vécu, parler de tes peurs, de ton évolution, tu sais, de ton parcours. Puis ça, c'est tous des aspects que les gens vont se reconnaître si on vraiment quelque chose en commun avec toi. Puis tout de suite, là, c'est comme si tu as un pas d'avance sur ta compétition parce que les gens peuvent se reconnaître en toi, alors que quelqu'un qui ne partage pas des aspects plus personnels de sa vie comme ça va avoir l'air d'être quelqu'un comme au-dessus des autres. Puis ça, c'est comme moins bon si tu veux connecter vraiment avec les gens. Fait que côté relation, c'est vraiment bon de partager des aspects personnels. Mais c'est le fun, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est pas nécessairement un réflexe de partager nos choses personnelles publiquement. Maintenant, j'imagine qu'il y a une façon de le faire. Si par exemple, je veux publier du contenu comme à tous les jours, moi personnellement, je trouve que ça a l'air immense. Ça a l'air comme d'une grosse montagne de dire à tous les jours, il faut que je publie quelque chose, que ce soit des courriels, ou sur les réseaux sociaux, peu importe. Il faut que je produise du contenu. Est-ce qu'il y a un truc pour ça? Parce que ça peut être lourd assez rapidement pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ça. Ouais, ben oui, en fait, normalement, quand tu te mets à créer du contenu, quand tu te lances là-dedans, tu te crées une stratégie avant de commencer. Sinon, tu vas comme aller n'importe où, puis tu vas te perdre là-dedans, puis là, tu vas rusher à tous les jours à essayer de créer du contenu, fait que ça ne marchera pas. Fait qu'à la base, tu as une stratégie de contenu. Et moi, ce que j'aime ajouter à ça, c'est un plan de recyclage que j'appelle. OK? Puis ça, en fait, c'est justement pour pas qu'à chaque jour, tu aies besoin de comme trouver la nouvelle idée, puis là, qu'est-ce que je vais écrire, puis qu'est-ce que je vais poster. Puis au final, ben là, tu n'arrives pas parce que c'est impossible à tous les jours d'avoir une nouvelle idée de génie. Okay? Fait qu'en fait, le plan de recyclage, ce que ça fait, c'est que ça te permet de regarder, OK, quand je crée, mettons, une pièce, par exemple, une pièce principale de contenu, ben, comment je vais la découler en plusieurs autres contenus pour mes réseaux sociaux. Même chose si tu as une infolettre, si tu as
je sais pas, tu as commencé à être sur TikTok, là, puis c'est pas exactement de la rédaction sur TikTok, mais bref. Fait que, tu sais, comment tu vas réutiliser ton contenu pour pas justement avoir à tous les jours à rusher à trouver une nouvelle idée, puis pour que ça reste aussi pertinent. Parce que la grosse erreur que les gens font, c'est que là, ils rushent à créer du contenu. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont copier-coller le même contenu sur chacune de leurs plateformes. Puis ça, ben, c'est que en étant, mettons que tu t'imagines que tu es dans ton audience, puis que tu es sur Instagram, puis là, tu vas sur Facebook, puis tu vois les mêmes posts passer, c'est pas une expérience, le fun à être dedans. Donc, il faut que tu penses au fait que les gens qui te suivent sont dans un écosystème, ton écosystème, et il faut que ce soit le fun pour eux d'être là-dedans, sans revoir justement tout le temps les mêmes posts redondants. Fait que le plan de recyclage, c'est un bon truc pour créer du contenu en masse, pour prévoir ton contenu d'avance, puis que ça soit tout le temps différent, mais que ça soit pertinent sur chacune de tes plateformes. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de créer du contenu, pas parce que c'est une grosse charge de travail puis ça a l'air d'une montagne, mais parce qu'ils ont peur d'avoir, tu sais, de se faire juger, d'avoir des commentaires négatifs, que des gens ne pensent pas la même chose que eux, ou qui ne se sentent pas tout à fait assez experts pour créer du contenu puis le partager. C'est comme le sentiment un peu d'imposteur. Puis ça, dans le fond, c'est comme tu n'as pas le choix. Quand tu crées du contenu, quand tu t'affiches publiquement, ben, tu vas recevoir des gens qui ne pensent pas comme toi, des gens qui vont t'ostiner, des gens qui vont interpréter ce que tu écris, ce que tu dis de des façons que c'est pas ça du tout que tu dis. Mais ça vient avec, il faut juste comme que tu passes à côté. Ça fait partie de la game. C'est ça, exactement. Tu sais, tu t'affiches, puis il n'y a pas une personne pareille, puis il n'y a pas une personne qui pense pareil. Puis c'est sûr que les gens, ils vont tous analyser ce que tu écris, ce que tu publies, ce que tu dis, selon eux, comment ils pensent, leurs croyances, leur programmation interne. Fait que tu n'as même pas aucun pouvoir là-dessus, fait que ça ne sert à rien comme de s'inquiéter par rapport à ça, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Non, je comprends. Puis Michael, dans tous ces messages-là qu'on essaye de programmer, justement, comment est-ce qu'on fait pour cibler l'information principale qui est à mettre en valeur, tu sais, par exemple, dans une publicité ou tu sais, dans le message qu'on veut véhiculer en général? Mm-hmm. Ben, en fait, je parlais du brief plus tôt. Ça a l'air intimidant comme ça, mais un brief, c'est un peu un carnet de route qui permet de déterminer les objectifs. La publicité, elle va paraître où? Est-ce que c'est dans un magazine spécialisé? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est sur le web en général? Donc, c'est hyper important de déterminer l'endroit où va paraître ce message-là. Donc, l'espace disponible pour véhiculer le message. Less is more, c'est toujours la clé. Je pense que l'idée de ne pas surcharger va toujours être gagnante pour vraiment, on parlait de secondes tantôt, d'attention du navigateur ou de la personne qui marche sur la route ou qui feuille un magazine. Donc, il faut être vraiment efficace. Donc, c'est vraiment de faire un survol des particularités du produit ou du service qu'on aimerait mettre de l'avant, comment on peut se démarquer, qu'est-ce que la compétition fait qu'on ne veut peut-être pas dire ou dire parce qu'on a une valeur ajoutée à celle-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plusieurs critères, évidemment le budget, parce qu'il y a des coûts souvent reliés à l'achat média, que ce soit sur le web ou imprimé, ou justement en affichage extérieur, des panneaux extérieurs en bordure d'autoroute ou des abribus et tout ça. Donc, il y a des coûts reliés à ça qui sont quand même importants. Le client a souvent tendance à oublier l'aspect de la création là-dedans, donc les coûts reliés à la création de la pièce même, qui ne sont quand même pas négligés. Donc, c'est important de connaître un peu le terrain de jeu du client par rapport à son budget relié à ça. Puis, comme je disais tantôt, les spécifications techniques. Donc, si on a un petit espace, des fois, on voit des mini bannières sur le web, sur notre téléphone. Évidemment, il faut être hyper efficace et c'est là que la rédaction rentre en jeu où un directeur artistique, un graphiste va travailler avec un rédacteur comme par exemple Patrick, faire équipe pour être hyper efficace au niveau du visuel puis des mots à choisir pour faire passer le message. Ah, c'est intéressant. Puis justement, Patrick, à ce sujet-là, toi, comment tu vois ça un peu, l'espèce de dosage entre je dois faire du marketing de contenu, je dois faire de la publicité. Quand on commence en affaires, des fois, on ne sait pas trop où tirer de la tête. On se dit, ben, je vais mettre tant d'argent dans des publicités sans trop se poser de questions. C'est quoi le résultat ou qu'est-ce que ça va donner? Comment tu vois ça un peu, tout cet enjeu-là?
Je te dirais que je ne suis pas un spécialiste de la gestion de médias et de tout ça, mais ce que je sais, c'est qu'il faut prévoir un budget parce qu'il n'y a pas une entreprise qui va exister et qui va perdurer dans le temps, qui ne met pas un minimum de son chiffre d'affaires en marketing. Tu sais, peu importe où tu vas le placer. Puis en même temps, il y a des tests. C'est sûr que, bon, si je parle par exemple d'un travailleur autonome, c'est sûr qu'il ne faut pas négliger l'algorithme de LinkedIn présentement qui te permet d'aller reacher puis d'aller étendre ton réseau puis de partager ton offre à plusieurs personnes presque gratuitement. Parce que, comme Émilie le disait, faire du contenu, dans le fond, ça ne coûte rien sauf ton temps. Donc, ça, c'est OK. À partir de là, mais il y a aussi, évidemment, il faut que tu mettes de l'argent pour amener des gens vers ton site. C'est sûr que de faire des campagnes AdWords, pour moi, ça fonctionne parce que si tu mets, par exemple, 60$ par mois en AdWords puis que tu as un mandat qui rentre minimum par là, c'est sûr que tu rentres dans ton argent. C'est déjà payé. Donc, là, après ça, si tu veux faire de la production télé, bien là, il faut que tu aies un bon budget parce que juste la production va te coûter 50 000 et plus. C'est pour ça que maintenant, on va plus voir des productions vidéo qui vont rouler sur le web. Donc, c'est beaucoup comme ça aussi. Puis, est-ce que tu vas aller en tournage ou est-ce que tu vas aller en motion design? On voit de moins en moins de capsules en tournage parce que les tournages, c'est des frais qui sont plus élevés. Bon, si tu vas aller UDA aussi parce que tu vas aller à la télé, là, tu as d'autres frais. Puis aussi, tu n'as pas le contrôle. Ça te prend, si tu veux tourner à l'extérieur, mais ça te prend la journée parfaite et tout ça, tandis que tu veux faire un vidéo motion de 15, 20, 30 secondes. Bon, mais là, c'est de l'animation, c'est de la musique avec du texte. Fait que bon, où tu mets ton argent, ben, il y a une question de test puis de savoir ton audience, c'est où aussi, puis de vraiment savoir c'est qui tes clients. Puis tu mets ton argent où sont tes clients. En même temps, là, après ça, ils sont probablement, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils sont partout, mais il faut que tu cibles aussi certains clients que tu veux avoir. Parce que tu fais un filtre à l'entrée aussi. Ah, effectivement. Puis j'imagine que ça nous amène à dire justement quand on veut cibler notre client, David, est-ce qu'on a ces informations-là, par exemple, sur les clients qui viennent sur notre site web? J'imagine que quand on fait l'analyse des statistiques, on a un peu ce profil de personnes-là. Oui, mais toutes sortes d'affaires là, importantes là, qu'on est en train de discuter. Puis peut-être que pour les gens qui écoutent, là, donner une petite idée là, par rapport à des budgets marketing. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que c'est à peu près un 7 à 15% de votre revenu annuel qui devrait être dédié à votre budget marketing. Ça, c'est peu importe quel genre de business que vous êtes. Après ça, ben, la définition d'une start-up, c'est pour ça qu'il y a des business à la Facebook ou des super grosses business qui se considèrent encore comme start-up, c'est que la définition, c'est une business qui investit tous ses revenus pour l'acquisition, tous ses profits pour l'acquisition de clientèle. Fait que, nous, on en a fait des campagnes publicitaires où que le budget, c'était le profit entier sur les clients parce qu'on bâtissait une clientèle, puis on savait qu'à l'acquisition, on allait peut-être même perdre de l'argent en générant le client. Fait que disons qu'un massothérapeute, c'est en moyenne 75 $ quand il génère un client, puis ça nous coûte 80$, on perd 5$, mais c'est pas grave parce qu'on sait que la moyenne des clients reviennent 3 à 4 fois, puis que la moyenne de ces clients vont référer 3 à 4 clients aussi au cours de leur cycle de vie. Fait que ce qui est important, pour revenir un petit peu justement au budget, ben, c'est de garder un œil sur les coûts d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est combien ça me coûte pour générer un client, puis combien qu'un client me génère au final, la valeur à vie d'un client. Et comme ça, on peut s'assurer d'avoir des investissements qui sont rentables sur le web. Après, pour des campagnes publicitaires, pour donner encore des infos peut-être plus pratiques, là,
faut commencer avec un budget au moins de 500$ par mois, là. Sans ça, on ne pourra pas faire des tests et avoir l'échantillonnage du data qui va être assez volumineux pour pouvoir prendre des décisions qui vont être éclairées. Si on prend 100$ puis qu'on dépense 3$ par jour puis que ça nous coûte 1,50$ du clic sur Google, on génère 2 clics par jour. À la fin du mois, on a généré une cinquantaine de clics. On n'a pas assez de données pour faire des optimisations puis aller voir c'est quoi les mots-clés, par exemple, qui sont les plus rentables. Fait que, pour faire un petit recap, là, 15% de votre budget, de votre revenu devrait être vers le marketing, minimum 500$ par mois pour pouvoir commencer. Puis, il y a des business qui dépensent des dizaines de milliers de dollars en publicité à tous les mois si le coût d'acquisition, justement, est rentable quand il acquiert un nouveau client. Dans le fond, tu es un peu dans la logique de dire, même si ça me coûte 10 000$ par mois, c'est pas grave si j'en fais 15 000. Absolument. Absolument. Puis même que si tu pourrais perdre de l'argent en vente directe, tu pourrais dépenser 10 000$, puis même pas faire 10 000$, sauf que si tu sais que les clients que tu génères, Netflix, puis plusieurs business de membership, ils perdent de l'argent à l'acquisition. Fait qu'ils font de la publicité. Quand que le client à l'achat direct, il achète, puis ça coûte 7$, eux autres, ça leur a coûté 30$ pour générer un client. Ben, ils perdent de l'argent les premiers mois, mais ils savent qu'en moyenne, les gens vont rester 12 mois. C'est l'attrition, le cycle de consommation du client. Ça, c'est super important. Puis tout ça, pour pouvoir être au courant de si c'est rentable ou pas, puis si ça fonctionne, c'est l'attribution. Puis en conversion sur le web, l'attribution est king. C'est vraiment important d'avoir des bons outils pour pouvoir faire l'attribution. Fait que, on pense entre autres, justement, tu disais, on peut-tu voir les informations? Absolument qu'on peut voir les informations. Il faut simplement avoir du tracking qui est bien installé sur le site. Fait qu'on veut tracker les boutons, voir c'est quoi les taux de conversion sur les boutons. On veut tracker les appels. Fait qu'on peut mettre un système d'appels dynamique pour pouvoir voir les appels qu'on génère, ils proviennent de quelle campagne publicitaire. C'est vraiment important d'avoir des bons outils d'attribution, effectivement. Donc finalement, tu es capable de savoir de où la personne elle a cliqué pour arriver là ou de où la personne elle a appelé, ou comment elle a entendu parler de ça spécifiquement. Tu es capable de retracer un peu toutes ces choses-là pour Absolument. vraiment mieux cibler essentiellement tous les efforts marketing pour être capable, un peu comme Patrick disait, de mettre l'argent là où est le client finalement. Non seulement est-ce qu'on est capable, mais c'est primordial. Une compagnie de marketing numérique qui ne met pas d'outils d'attribution ne peut pas faire des optimisations qui sont intelligentes. C'est impossible. Je te donne un exemple là, facile. Par exemple, au niveau du tracking téléphonique, nos clients sont tous setupés avec des pools de numéros dynamiques. Fait que quand quelqu'un fait un appel, ben, cet appel-là pouvait juste provenir d'une page spécifique à la fois parce que tous les numéros sont remis à jour, sont rafraîchis à travers le site. Fait comme ça, même si quelqu'un fait une recherche sur Google puis écrit, disons, Drainage Québec, il arrive sur le site web, puis il fait l'appel offline sur son cellulaire, je peux quand même savoir de quel mot-clé il provenait, même s'il a fait l'appel sur son cellulaire qu'il n'a pas cliqué sur le site. Ah, c'est intéressant. C'est des données un peu avancées, j'imagine. C'est ça, il faut connaître un peu le domaine pour être capable de jouer avec ces chiffres-là. J'imagine que c'est là où on fait appel à des professionnels pour dire j'ai des données, j'ai besoin de les analyser, puis j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à les comprendre. Absolument. Puis, tu sais, souvent, la plupart des gens vont avoir des expériences qui vont être négatives avec Google Ads ou avec Facebook Ads ils vont dire, ah, c'est pas rentable. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas les bons outils qui étaient en place pour pouvoir rentabiliser, faire des bonnes optimisations. Puis aussi, des fois, on a des clients qui disaient, bon, hey, c'est pas rentable. Après ça, on se met à faire un bilan, puis on regarde tous les revenus qu'ils ont générés, les clients qui ont généré dans les derniers mois. Puis on fait du backlogging pour pouvoir voir, bon, ben, tu as généré ces clients-là ce mois-ci, ils venaient d'où eux autres? Bon, ils venaient de référence. Cette référence-là, elle venait d'où? Ah, elle venait de Google Ads. Fait qu'on se rend compte que justement, on a une rentabilité qui vient s'installer après un certain nombre de temps. Ah, c'est super intéressant, effectivement. Puis à travers ça, Émilie, tu avais l'air d'accord avec ce que David disait à ce niveau-là. Voulais-tu rajouter quelque chose? Non, mais j'étais juste 100% comme ouais, très bien. Excellent. Mais de ton côté, quand par exemple, là, on décide de gérer différentes plateformes, des infolettres par courriel, des pages Facebook, Instagram, des groupes, name it, sur LinkedIn, justement, comment tu vas cibler quel contenu mettre sur quelle plateforme pour justement diriger le tunnel vers un peu ce que David explique, là, donc de dire, voici, j'ai mon offre de service qui est sur une page, je veux que les gens arrivent sur cette page-là, cliquent sur l'appel à l'action que je leur offre, pour générer des clients. Donc, comment tu gères ton contenu pour arriver à cet entonnoir-là?
Ça, en fait, c'est vraiment dans ta stratégie de contenu. Fait que, tu sais, par quel chemin veux-tu que les gens passent? C'est à toi de voir comme qu'est-ce qui te convient le mieux. Pour trouver qu'est-ce qui est le mieux, c'est vraiment ton audience, elle est où? Est-ce qu'elle est sur Facebook, sur LinkedIn? C'est pas le même genre de personnes qui vont être sur Facebook, sur LinkedIn ou Instagram, TikTok. Tu sais, c'est comme ça, sont où ton monde? Une fois que tu sais c'est où sont ton monde, tu vas créer du contenu sur ces plateformes-là. Tu vas te concentrer, tu sais, une ou deux plateformes gros max pour vraiment que tes énergies te rapportent. Parce que si tu t'éparpilles trop partout, genre tu rajoutes Pinterest, le 1000 autres plateformes, ben tous tes efforts, c'est comme ça va te rapporter des miettes pour tout le temps que tu mets. Fait que c'est vraiment de se concentrer où est-ce que les gens sont. Après ça, c'est super important d'avoir une liste de courriels que tu builds, mais aussi que tu entretiens. C'est souvent ce que je vois que les entrepreneurs négligent le plus, mais c'est parce que les gens pensent que c'est mort, en fait. Mais c'est encore l'outil numéro 1 pour monétiser ta communauté. Donc, vraiment important d'avoir une liste de courriels. Cette liste de courriels-là, justement, tu peux l'utiliser pour rediriger les gens vers les plateformes ou une fois que les gens sont sur tes plateformes, les amener dans ta liste. Ce qui est le fun avec la liste de courriels, c'est que tu peux garder contact avec ton monde, peu importe ce qui se passe, peu importe les changements d'algorithme qui fait que les gens ne voient pas tes publications sur les réseaux sociaux, peu importe si les gens, justement, changent de plateforme parce que TikTok est né, puis MySpace, ben, c'est mort depuis des années. Fait que, tu sais, le but, c'est que tu puisses vraiment garder contact parce que avec ton contenu, tu fais un travail d'éducation avec les gens. Tu partages aussi, dans le fond, les gens s'attachent plus à une personne qu'à une entreprise, donc tu partages aussi de toi. Mais tout ce travail-là, si les gens ne voient pas ce que tu publies ou si les gens décrochent parce qu'ils changent de plateforme, ben, tu ne peux plus faire ce travail-là. Puis ces gens-là, tu les perds pour toujours. Fait que c'est important que les gens qui passent dans ton chemin, qui te croisent sur Facebook ou sur LinkedIn ou peu importe, c'est important que tu aies une façon de les garder avec toi pour que quand ils seront prêts à travailler avec toi, ben, qu'ils puissent le faire. Puis tu sais, ça, c'est un peu aussi ton travail de le faire avec ton contenu, que de préparer les gens, de changer leur mentalité, de pousser des réflexions pour qu'ils s'en viennent à leur propre conclusion qu'ils ont besoin de toi. Fait que c'est vraiment, je te dirais, choisis les réseaux sociaux, une ou deux plateformes, où ce que ton monde se tient, puis entretiens ça, complète ça avec ta liste de courriels, puis à ce moment-là, tout va bien aller. Mais je trouve ça intéressant, la liste de courriels, parce qu'effectivement, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui est assez désuet ou en tout cas qui perd de son intérêt avec le temps. Mais effectivement, quand on regarde les statistiques, le taux de réponse des courriels est assez impressionnant. Je n'ai pas les chiffres par cœur, mais je sais que c'est quelque chose qui, quand même, qui a beaucoup de valeur. Maintenant, de ce que je comprends de ton explication, c'est que les courriels, les gens vont avoir tendance à le garder peut-être plus longtemps. Versus peut-être une page Facebook, comme tu disais, que l'algorithme va changer, puis ça se peut que pour une raison ou une autre, j'ai plus accès à un groupe ou à une page en particulier, ou que je dépends de l'algorithme, par exemple, de Google pour sortir dans les premières pages des résultats de recherche. Donc là, tu me dis, avec le client, j'ai un lien direct pour aller lui parler, considérant que la personne risque de garder son courriel longtemps. Oui, exactement. Tu sais, les gens, dans le fond, leur courriel, à moins qu'ils se désabonnent là, de ta liste, puis ça, c'est parfait aussi parce que les gens, ils ont peur de « Oh, ils vont se désabonner si j'envoie trop de courriels », mais tu veux ça, tu veux que ta liste reste de qualité, tu veux faire le ménage de temps en temps, régulièrement, fait que tu as besoin qu'il y ait des gens qui se désabonnent aussi. Mais, comme tu dis, c'est ça, la liste de courriels, c'est un accès direct, puis les gens, ils gardent leur... Normalement, quand ils font leur courriel, c'est comme pour 10 ans, genre, à moins qu'ils se fassent hacker, puis là, ils changent de courriel. Fait que c'est vraiment comme l'outil numéro 1. Puis, tu sais, tu parlais de statistiques dans le tour, puis je pense que justement, pour 1$, si je me rappelle bien, tu as comme 42$ de retour pour chaque dollar que tu investis dans ta liste. Fait que c'est vraiment comme vraiment hot, là. Tu sais, c'est comme, faut pas sous-estimer la liste de courriels. Là, oui, c'est des courriels, mais si toi, tes courriels, tu n'as que du spam dans tes courriels, puis tu fais pas le ménage, puis tu as une mauvaise relation avec ta liste de courriels, c'est ton truc à toi. C'est pas pareil pour tout le monde. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont responsables de leur liste de courriels, puis qui font le ménage, puis qui sont abonnés à des gens qui aiment. Puis c'est ces gens-là qu'on veut aller chercher, puis on veut que, ben, hopefully, qu'ils nous aiment aussi, là, puis qu'ils consomment nos courriels. Non, mais effectivement, puis tu as raison, c'est de ne pas généraliser souvent sa situation personnelle par rapport à tout le monde, parce que c'est vrai que moi, je n'ouvre pas les publicitaires que je reçois tout le temps, mais il y a définitivement des gens qui les ouvrent, donc ça a raison d'être d'une certaine façon. Donc, effectivement, c'est de ne pas toujours projeter ses propres ambitions, si je veux dire. Patrick, est-ce que toi, tu t'en sers de la liste de courriels par curiosité? Oui.
En fait, j'envoie, j'essaie d'envoyer. Ça, c'est à peu près une infolette par mois. L'idée, ça fait peut-être une dizaine d'années que je l'envoie, puis c'est de toujours envoyer un billet de blog. Dans le fond, moi, c'est un drive to web. J'envoie les gens vers mon site pour qu'ils lisent un blog. Puis, comme Émilie disait, l'idée aussi, c'est que quand tu crées du contenu qui est hébergé sur ton site, bien, ce contenu-là va t'aider dans ton référencement encore pendant des années. Il va toujours rester là, tandis que, mettons, ton contenu Facebook ou mettons, ta story Instagram, dans 24 heures, elle n'existe plus. Et ton contenu que tu drives les gens vers ça, vers du contenu qui est informatif et divertissant en même temps, j'essaie de faire un mélange des deux, puis aussi d'y aller dans quelque chose qui est authentique, d'en raconter un peu l'histoire de l'entrepreneur, puis raconter l'histoire de clients. Puis dans l'infolette aussi, c'est de présenter un projet à chaque mois. Parce qu'il y a un client qui va t'appeler pour uniquement de la rédaction web, puis que la journée où il y a besoin d'un nom d'entreprise, bien, il va penser à toi parce qu'il a vu que tu as présenté un projet de nom d'entreprise dans ton infolette. Puis, tu sais, quand David parlait des social proof, ben, il y a toujours un témoignage qui vient avec ça. Donc, quand tu présentes un projet, bien, faire une mise en contexte puis faire un témoignage de client, comme de quoi le client il est satisfait de ça. Fait que ça fait... puis, tu sais, les statistiques sont bonnes, fait que je ne change pas la recette gagnante, mais effectivement, oui, je l'utilise. Puis, je me rends compte aussi que, tu sais, à chaque fois, il y a un ou deux clients que peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté ou qui va faire « Hey, c'est vrai, j'ai quelque chose pour toi ». Fait que c'est un reminder. Tu sais, l'idée, c'est d'être top of mind. Tu sais, c'est que, OK, la journée où j'ai besoin de ton service, ben c'est vrai, je t'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur Facebook, sur Twitter, ou je ne t'ai pas vu passer parce que dans mon feed, il y avait trop de trucs, mais tu es rentré dans mon courriel. Même si j'ai pas ouvert le courriel, j'ai quand même vu ton nom dans ma boîte courriel, ça me fait penser à toi. Exact. Et toi, Michael, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou est-ce que quelque chose que tu as vu les entreprises utiliser à travers leur campagne marketing? Oui, vraiment, pour toutes les raisons qui ont été nommées. Puis c'est vraiment une opportunité d'être créatif, en fait, parce que justement, les gens peuvent être bombardés. Donc, si ils sont habitués de recevoir des infolettes qui sont plates, qui ne sont pas créatives, où il n'y a pas d'amour qui ont été donnés dessus, ben c'est sûr que ça va aller dans la corbeille où ils ne vont pas prendre la peine de les ouvrir. Mais si justement, on a travaillé le contenu, on est créatif, on veut présenter des projets, comme disait Patrick, on veut peut-être partager des vidéos, puis justement, on dirige les gens à cliquer sur une image qui va amener à du contenu vidéo ou autre. Ben, je pense que la personne qui reçoit l'infolettre va peut-être dire « OK, mais c'est le fun, ces infolettres, que je reçois deux, puis je vais prendre la peine de les regarder puis de les lire, ne serait-ce vraiment en diagonale. » Mais il y en a, c'est vraiment un art. Il y en a qui ont vraiment développé l'art de faire des super infolettres. Et je pense que la retombée est vraiment, vraiment gagnante pour ceux-là. Puis quand tu parles d'être créatif, est-ce qu'on peut se gâter puis mettre justement, tu sais, payer un designer graphique puis se faire un template là, de courriel comme, tu sais, out of this world? Est-ce que c'est possible? Totalement. C'est un peu pareil comme les PowerPoint ou les présentations qu'une entreprise peut faire pour différentes raisons. Bien, l'infolettre, c'est la même chose. Je parlais d'évolution de design tantôt. Ben, ça évolue aussi selon le message qu'on a à véhiculer dans l'infolettre, mais ça peut être planifié, ça. On parlait de stratégie de contenu. Ben, il peut y avoir une stratégie au niveau design, de planifier les messages qui s'en viennent et s'assurer qu'au niveau design, ce soit dynamique et que ça change aussi pour que le client ou la personne qui reçoit l'infolettre soit excité de la recevoir ou de même des fois se demander mais de qui elle provient parce qu'on est venu déstabiliser le design. On est venu s'amuser, puis là, ben, ça donne un vent de renouveau, puis souvent, c'est payant. En fait, ça dynamise la marque et puis c'est souvent apprécié par les consommateurs, les clients. OK.
Ouais, c'est intéressant parce que ça, rajouter une petite touche personnelle, une petite touche créative dans tout ça, effectivement, ça donne peut-être une raison de plus aux gens de nous recontacter en voyant que ça a bougé et qu'il y a des choses qui ont évolué finalement. Totalement. Puis encore une fois, on parlait d'essais-erreurs tantôt. On peut s'ajuster, on peut faire des tests pour voir la réception justement de certains modèles qui peuvent avoir fonctionné plus que d'autres. Bien, il y a peut-être des raisons derrière ça, donc c'est important de s'y pencher. Et on parlait de recettes gagnantes. Bien, si la recette est gagnante, on la garde. Puis c'est définitivement l'infolette quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté, selon moi. Excellent. David, de ton côté, l'infolette, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu te sers dans ta pratique? Ouais, ben tu sais, moi j'apporterais peut-être une nuance là, à ce que vous parliez là, au niveau de l'infolettre. Tu sais, peut-être plus de parler de courriel en soi. Émilie, elle a parlé de courriel justement, puis que ça fonctionnait, puis c'est même qu'on a embarqué sur le sujet un petit peu. Tu sais, les courriels, c'est important. Ça a débuté qu'elle disait, bon, bâtissez une liste de courriels. Fait que, tu sais, puis effectivement, quand on travaille avec des lead magnets, les gagnants, les winners, c'est les sommeurs. Fait que la création de contenu est là pour pouvoir semer. On sème des graines, puis on va aller harvest après ça. Mais il faut échanger ce contenu-là en échange de courriel. Fait que, justement, si tu as des e-books ou si tu as des guides ou des checklists ou toutes sortes de morceaux de contenu que tu peux échanger contre des courriels, tu as intérêt à le faire. Puis après ça, ben, les courriels, tu me demandes si nous, c'est utilisé, ben, absolument, on l'utilise dans les funnels en soi. Fait que, par exemple, quelqu'un qui va télécharger un contenu, qui va être un checklist, qui va être un guide, justement, ou un e-book, peu importe, ben après ça, lui, on va s'occuper de son cas, là, puis il va recevoir un paquet de courriels là, par la suite. Là. Fait que, vous avez sûrement déjà vu des funnels sur Facebook. Vous cliquez, vous téléchargez un outil gratuit, puis après ça, vous recevez 6, 7, 8 courriels. Là. Puis, OK, on se dit, on se fait bombarder, mais ça a une raison d'être. Ça a une raison d'être. Puis, justement, dans ces courriels-là, ben, less is more. C'est important de. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est plus créer un dialogue avec les gens qui téléchargent des contenus que de venir leur donner des offres. On va essayer de leur poser des questions pour créer une interaction. Mais c'est beaucoup comme ça qu'on l'utilise, le courriel. Ça sert vraiment là, comme un peu Émilie pour ramasser ta base de données de clients puis t'en servir pour comme d'un levier. C'est plus sporadique, là, moi, l'utilisation que j'en fais. Fait que oui, c'est bon là, d'avoir des infolettes, là, puis d'avoir du contenu en continu pour tes membres, si on veut, ou tes fans. Mais c'est aussi excellent à utiliser dans des funnels de marketing en ligne là, en soi. Là. OK, excellent. Puis tantôt, tu parlais du taux de conversion. J'aimerais ça comprendre un peu là, comment je peux calculer le taux de conversion que j'ai. Ça semble si abstrait, mais j'imagine qu'il y a une façon simplifiée un peu de résumer tout ça. Ben oui, après ça, pour parler de conversion, un petit peu, tout est conversion, là. Fait qu'on peut calculer le taux de conversion de n'importe quoi. Fait que, c'est important de savoir c'est quoi la conversion en soi qu'on veut calculer. Tu pourrais dire, aujourd'hui, j'ai envoyé 50 courriels pour inviter les gens à venir au live. Puis il y en a 10 qui sont pointés. Fait que je pourrais avoir mon pourcentage, mon taux de conversion rapidement. Là, fait que c'est pas compliqué. Tu as juste à prendre le nombre de. Mettons, si on parle de visiteurs, puis on veut savoir c'est quoi le taux de conversion en appel, OK, sur une page d'atterrissage. On va dire combien il y a eu de visiteurs qui sont atterris sur cette page-là. Il y en a eu 100 qui sont atterris. Il y en a 20 qui ont appelé. Ben, on a un taux de conversion en appel de 20 OK? Si sur les 20, il y en a un qui devient client, mais on dirait qu'on a un taux de conversion de clients de 1 sur ceux qui sont arrivés sur le site web, par exemple. C'est ça, exactement. Fait que là, c'est ton taux de conversion en vente. Fait que tu as le taux de conversion en lead, tu as le taux de conversion en vente aussi qui est important. Pour un e-commerce, ben, ça va être littéralement les achats qui ont été faits. Là. Fait que, puis après ça, ben, ce qui va devenir important, c'est d'avoir tes taux de conversion par canot, par campagne, justement. C'est là que l'attribution plus spécifique devient importante. Parce que si tu fais juste ramasser tes stats globales puis dire, ben, j'ai eu 1000 visiteurs puis j'ai généré 100 appels à la fin du mois, ben, c'est bien beau, mais ils venaient d'où ces 100 appels-là? Fait que c'est là que ça devient plus important d'avoir une attribution qui est plus spécifique.
En effet. Puis des fois, par rapport au site web, j'entends souvent deux grands discours complètement opposés. Tu sais, il y en a un qui dit ben on est mieux de payer des professionnels, puis là, de payer 10, 15, 20 000 un site web qui est complet, la totale, qui fonctionne bien, référencement, tu sais, la totale. Versus dire, ben, je vais prendre Wix, WordPress, Google Site, name it, Shopify, puis je me fais mon site web, ça me coûte, je sais pas, 100, 200 à tout casser, puis j'ai un petit site web boboche qui est fait que j'ai réussi à faire en un après-midi. C'est un peu les deux grandes idées. Comment tu vois ça, finalement? Ben, tu sais, je vais peut-être pas me faire des amis là, avec cette question-là. Là, je pense qu'il y a différentes réponses. Là. Ça dépend c'est quoi que tu veux faire. OK? Fait que, mettons qu'on commence par se poser la question, c'est quoi qu'on essaie de faire actuellement? Fait que, si on est en train de bâtir quelque chose qui ont des fonctionnalités qui sont vraiment uniques, qui sont plus complexes, ben, ça se peut que tu aies besoin de faire appel justement à une firme de numérique qui crée plutôt des genres de solutions d'affaires que des sites vitrines. Si justement, c'est ce que tu fais, c'est un site vitrine, que c'est un site qui est statique, tu veux générer des appels, puis il n'y a que très peu de contenu qui va bouger, il n'y a pas de fonctionnalité à tout casser sur le site, ben, tu peux t'en sortir avec une solution qui est très économique. Là. Le faire soi-même, ben, c'est sûr que si tu me parles de Wix, moi, Wix, je conseille vraiment pas. Là. Il génère un paquet de codes qui n'a juste pas de bon sens, qui fait en sorte que les sites sont super lourds. Puis, l'optimisation mobile, c'est un closed market. Fait que tu peux juste utiliser des outils qui sont à l'intérieur de Wix. Fait que, je le recommande pas. Quand on travaille avec des builders, puis nous, on a travaillé avec des builders à maintes reprises, Squarespace, c'en est un qu'on utilise qui fonctionne vraiment bien. Squarespace, tu peux t'en occuper toi-même, puis travailler avec un template, puis tu vas t'en sortir à mettre, je sais pas, peut-être bien une trentaine d'heures, dépendamment de ton niveau technique. La différence entre utiliser quelqu'un qui est un professionnel qui va le faire, ben, c'est que nous autres, par exemple, quand on s'occupe de des sites web, on sait c'est quoi les critères de conversion qu'il doit y avoir en place. Fait que, on arrive, c'est pas juste de comme monter une page web, c'est de monter une page web qui va convertir les navigateurs qui vont y atterrir. Puis ça vient avec une expertise puis avec une expérience. Mets ton bouton aux bonnes places. Comment? Mets ton bouton aux bonnes places. Mets ton bouton à bonne place, mets la bonne couleur, écris la bonne chose dessus, puis tous les autres critères là, qu'il faut que tu aies sur ton site en général. Là. Fait que, ça dépend c'est quoi tu veux faire. Moi, je pense que l'excellence a un coût, la qualité a un coût. C'est normal de devoir payer pour pouvoir avoir un bon service. C'est comme il y a plusieurs domaines créatifs qui sont comme un peu incompris, là, mais tu n'essaierais pas de te faire une opération puis de t'enlever un organe toi-même. Tu irais voir un docteur pour ça. Là. Fait que, je veux dire, c'est un peu la même chose. Là. Tu fais affaire avec des chirurgiens du web ou des chirurgiens de leur expertise, puis tu vas avoir un service qui va être en parallèle avec ça. Là. Après ça, ben, tu n'es pas obligé de dépenser nécessairement 15 000 $ pour un site non plus. Là. Fait que, si on veut des réponses plus crunchy, là, je te dirais un ballpark, là, un 5 000 $, tu vas avoir un site vitrine. Plusieurs agences vont faire des sites de genre 6 pages avec un blog puis tout ça qui va virer aux alentours de 5 à 15 000, dépendamment de... puis c'est un gros gap, le 5 à 15, mais ça dépend vraiment de ton graphisme. C'est-tu du sur-mesure que tu fais au niveau des visuels? Fait que c'est-tu bilingue? Y a-tu un CMS qui est autonome si justement c'est avec WordPress ou quelque chose du genre? Mais je pense que 5 à 15 000 $, c'est un ballpark qui est intelligent. Si tu travailles juste sur une page d'atterrissage puis qui est custom au niveau graphique, ben, tu peux t'attendre à payer 2 000 à 3 000 $ quand même aussi si tu veux avoir de quoi qui est vraiment sur la coche. Là. Mais donc, ce que je comprends de ce que tu dis essentiellement, c'est de se poser la question, c'est pourquoi j'ai besoin d'un site web? Est-ce que mon site web, finalement, c'est une application technologique super avancée qui fait des fonctionnalités puis différentes choses? Ou est-ce que c'est tout simplement, finalement, une page avec mon nom, mon adresse, puis mon courriel, puis genre, c'est tout? Donc, selon un peu la raison, le pourquoi est-ce qu'on fait notre site web, ça va un peu justifier de dire est-ce que ça vaut la peine d'investir parce que ça reste un canal marketing, notre site web. Donc, c'est de dire est-ce que je mets mon argent là ou est-ce que je mets mon argent, par exemple, dans la publicité sur le bord d'une route ou dans la publicité Facebook. Mais tu sais, à ce compte-là, si tu mets de la publicité sur Facebook ou si tu mets de la publicité sur le bord de l'autoroute, les gens ils vont traduire vers ton site
Il va y avoir un gros pourcentage qui va aller vers ton site. Fait que tu vas avoir intérêt. Du moment où tu investis en marketing, là, quelconque sou que tu mets, il faut que tu optimises ton web à un minimum. Là, parce que sinon, tu vas perdre un paquet d'opportunités. Puis ta publicité que tu vas faire, peu importe où tu la fais, elle ne sera juste pas rentable. Ou tu vas affecter la rentabilité. Fait que tu investis en marketing, en promotion, en publicité, ben, investis un peu sur ton site web pour pouvoir t'assurer que les gens qui atterrissent, ben, qui passent à l'action par la suite. OK. Ah, je comprends, ça fait beaucoup de sens. Ça, je semblais être d'accord, Michael, Émilie, Patrick, ça fait du sens aussi. Totalement. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont même pas de site web. Le pourcentage est assez, je ne l'ai pas par cœur, mais qui est quand même étonnant qu'en 2020, le site web ne soit pas encore présent pour plusieurs entreprises. Je pense que c'est vraiment la base. C'est vraiment à ne pas négliger, c'est certain. Ben, il y en a plusieurs, je pense qu'en ce moment, ils choisissent d'avoir seulement une page Facebook. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je dirais que non. David fait clairement signe que non. Non. Non, ça l'est pas. Je veux dire, ton Facebook, il va mener vers ton générateur d'opportunités qui va être ton site web. Sur ton site web, tu vas avoir tes pages standards avec tes sections services, avec ta section à propos, tout ça, ta page d'accueil qui présente qui t'es, qu'est-ce que tu fais. Puis tu vas avoir aussi tes pages d'atterrissage pour tes campagnes spécifiques que tu vas vouloir lancer sur Facebook, sur Google Ads et compagnie. Là, fait que ça prend un site web. Tu n'as pas le choix. Là. Tu peux faire un landing page. Nous, on a des clients qui génèrent du 30-40 000 $ par mois, puis que c'est avec juste une page. Là. Il y a juste une page, le site. Puis ça fonctionne super bien, mais tout est là. Puis on parlait de personnalité tantôt. Excuse-moi, Carl-André, on parlait de personnalité tantôt. Facebook, ça a ses limites aussi. Là. Landing page ou un site web va permettre d'afficher plus tes couleurs, puis d'être plus créatif, d'exposer ton image de marque et de séduire, on l'espère, le client potentiel. Effectivement. Donc, tout canalise finalement vers le site web. C'est un peu comme Patrick disait tout à l'heure, il écrit des articles sur son site web, il écrit des infolettes pour l'envoyer, dans le fond, à ses clients qui, eux, vont possiblement cliquer sur son site web et aller lire d'autres articles. Donc, il s'en sert vraiment pour aller canaliser sa clientèle vers le contenu qu'il a créé à travers ça. Donc, j'ai bien résumé ça? Oh oui, c'est parfait. C'est parfait. Puis après ça, on va avoir un formulaire pour pouvoir prendre son courriel, puis envoyer des courriels, puis on va le recibler sur Facebook avec de la publicité aussi. Mais c'est super intéressant tout ça, puis c'est vraiment tout un monde à découvrir, ce monde-là du marketing, de créer son image de marque d'entreprise, de prendre la décision, c'est quoi les mots, les couleurs que je vais utiliser, c'est quoi le ton que je vais utiliser pour présenter mon offre, mon service, c'est quoi l'histoire que je vais raconter aussi à travers tout ça. Puis finalement, comment je canalise tout ce travail stratégique-là vers, finalement, comme le tunnel de vente, comme David parlait, pour arriver à convertir en clients, en dollars vendus en bout de ligne. Parce que c'est un peu ça l'objectif de la business, c'est que si on ne fait pas d'argent, bien, la business, elle n'existera pas finalement. Absolument. Absolument. Donc, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter dans cette discussion là, qui fut, ma foi, très, très intéressante. Donc, si vous avez un sujet en particulier là, à aborder. Moi, j'ai peut-être 2-3 petits points. Je m'étais pris des notes là, en écoutant certains parler. Puis, tu sais, on a parlé beaucoup d'avoir la couleur, puis tout ça, l'authenticité. Tu sais, il y a plusieurs aspects qui sont quantitatifs, qui sont comme scientifiques dans ce qu'on parle là. Mais 95% des décisions et de la cognition est faite au niveau du subconscient. Fait que c'est clairement une game d'émotions. Fait que c'est vraiment important de connaître les émotions qu'on veut générer chez les clients. Puis c'est quoi les émotions que nos clients achètent? Est-ce que c'est du statut? Est-ce que c'est de la sécurité? Est-ce que c'est de la joie, de l'espoir? C'est quoi les émotions qu'ils vont consommer chez nous? Puis j'ajouterais à ce que disait plutôt David, faites affaire avec des professionnels. Souvent, on a le réflexe de peut-être vouloir sauver un peu d'argent, puis en demandant, ça a l'air cliché de dire ça, là, à la personne près de notre entourage qui peut nous faire quelque chose rapidement, mais ça a vraiment son retour sur l'investissement de faire affaire avec des gens qui connaissent leur travail, qui le font depuis plusieurs années, puis qui ont développé des trucs, des expertises pour justement rentabiliser le projet. Effectivement, mon mentor répétait tout le temps que la meilleure façon de perdre 100 $ en affaires, c'est de vouloir en économiser 1000. Ou l'inverse, la meilleure façon de perdre 1000 $, c'est de vouloir en économiser 100.
Donc, bref, à vouloir cheaper sur des choses essentielles, comme par exemple le marketing. La finalité du marketing, c'est générer des ventes. Donc, si on fait mal ce travail-là, au final, on ne génère pas de ventes. Donc, effectivement, ça peut valoir la peine de bien s'entourer pour bien faire les choses. Absolument. Absolument. Émilie, un mot de la fin? Yes. Connecter les gens, connecter avec les autres. Vous allez voir en partageant qui vous êtes, en vivant, en incarnant vos valeurs. Les gens vont juste être attirés par vous, par votre énergie. Puis c'est une question d'émotion, comme David il disait. Fait que juste le fait de propager votre message, votre énergie, qui vous êtes, vous allez attirer des gens qui pensent comme vous, qui sont comme vous, puis qui vont vouloir travailler avec vous. Fait que, il y a le côté tout technique, mais il y a aussi vraiment le côté comment vous êtes pour attirer les gens que vous voulez attirer. C'est ça. Connecter. Merci beaucoup. Excellent mot de la fin. En fait, moi, je dirais juste un truc, c'est récurrent. Tu sais, ça coûte pas mal plus cher de développer un nouveau client que de bien servir celui que tu as présentement. Fait que c'est ça. Ça va bien, tu vas avoir tu vas avoir des références, puis ces références vont t'avoir rien coûté, sauf avoir bien servi le client qui t'a donné cette référence-là. C'est tellement vrai. Absolument. Après ça, il faut continuer d'en générer plus, quand même. Pour avoir plus de références. Excellent. Ben, je vous remercie à tout le monde. Donc, pour tous les gens qui ont écouté, si jamais vous avez des questions plus spécifiquement pour un ou l'autre des professionnels, n'hésitez pas à les contacter. Je suis sûr que ça va leur faire plaisir. Sinon, ben, merci beaucoup, Michael, Patrick, Émilie, David. Ce fut une discussion franchement intéressante là, sur l'image de marque, ce que l'entrepreneur doit avoir en tête là, quand il travaille ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci. À vous aussi. Merci. Bye. Bonne journée. Allez.